Merci beaucoup, Kevin, pour cette introduction. Merci pour l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de présenter un peu les résultats de nos travaux. Puis, je voudrais juste préciser qu'il y a Isabelle Côté qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a beaucoup contribué à la réflexion derrière ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Isabelle Côté qui est professeure au département de travail social à l'UQO. Alors, sans plus tarder, on va débuter. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu la réflexion puis les enjeux qu'on a rencontrés au cours d'un projet qu'on a réalisé auprès d'enfants issus de l'immigration, il y a déjà quelques années. Donc, c'est assez bien documenté que faire de la recherche avec les enfants plutôt que sur les enfants permet de produire de nouvelles connaissances dont la valeur est vraiment amplement reconnue. Par contre, il y a certains enjeux éthiques spécifiques à ce type de recherche-là. Puis ces enjeux-là sont exacerbés en contexte d'immigration récente. Donc, la littérature rapporte notamment des enjeux liés au consentement, du fait que les immigrants se retrouvent souvent dans un contexte, suite à leur arrivée dans leur nouveau pays, où ils connaissent peu les ressources, le fonctionnement, ils ont peu de personnes dans leur réseau. Donc, souvent, ils sont peu familiers avec la culture de la recherche, avec les processus qui sont inhérents à ce type de projet-là. Donc, plusieurs se questionnent sur la validité de leur consentement, dans quelle mesure sont réellement capables de s'opposer ou de refuser de participer à un projet de recherche alors qu'ils dépendent de cette nouvelle société-là pour s'intégrer et s'installer. Il y a aussi tous les enjeux qui sont liés au parcours migratoire en tant que tel. Donc, surtout si on pense aux populations réfugiées qui souvent arrivent au Canada ou dans leur pays d'accueil suite à différents événements traumatiques difficiles. Puis là, c'est la question de comment est-ce qu'on peut faire de la recherche auprès de ces populations-là sans réactiver des traumatismes et vraiment quel mécanisme on met en place pour à la fois avoir accès à leur expérience, mais tout en préservant les participants, particulièrement les enfants, en s'assurant que la recherche soit pour eux une expérience positive et gratifiante. Donc, il y a comme une double vulnérabilité qui est reconnue quand on fait de la recherche dans ce contexte-là. Donc, d'une part, les enfants, qu'on reconnaît comme étant plus vulnérables quand on fait de la recherche, qui exigent des mécanismes spéciaux pour s'assurer d'une recherche éthique auprès d'eux, et puis les enjeux plus liés au parcours migratoire ou des personnes réfugiées. Donc aujourd'hui, ce qu'on vise à faire, c'est vraiment en toute humilité vous présenter les enjeux éthiques qu'on a rencontrés comme équipe de recherche au cours d'un projet qu'on a réalisé qui s'intéressait aux relations familiales d'enfants âgés de 6 à 14 ans, récemment immigrés au Québec, puis les processus qu'on a utilisés pour être en mesure de résoudre ces enjeux-là. Donc, ce qu'on vous propose comme plan, en fait, on va d'abord vous présenter brièvement le projet de recherche qu'on a réalisé, puis après ça, on a 4 enjeux spécifiques qu'on aimerait discuter avec vous. Donc, le projet est né de plusieurs préoccupations. Donc, moi, je m'intéresse au vécu des familles immigrantes depuis plusieurs années. J'ai notamment fait différents travaux sur l'engagement paternel dans le contexte migratoire. Donc, c'est vraiment parti de... Ça s'est construit à travers les différents projets que j'ai faits. Donc, le constat que les familles migrantes sont de plus en plus présentes au Québec et dans les services, autant scolaires que sociaux de santé. Le constat que les familles immigrantes, suite à la transition migratoire, doivent réorganiser plusieurs dimensions de leur fonctionnement. Donc, on pense notamment à l'apprentissage de la langue qui va se faire plus rapidement chez les enfants que les adultes. Donc, ça va modifier les rôles, les responsabilités qui sont assumées par chacun. On pense à l'accès au marché du travail. Donc, le parent qui trouve un emploi plus rapidement que l'autre, ça va modifier la dynamique qui s'occupe de quoi à l'intérieur de la maison. Donc, ça demande vraiment une réorganisation familiale qui est importante, puis qui peut amener une certaine vulnérabilité. Donc, ces transformations-là, pour certaines familles, ça va se faire assez facilement, puis pour d'autres, ça va être assez ardu. Ça demande de remettre en question beaucoup de leurs habitudes, de leurs croyances, de leur manière de faire.
Au niveau de cette reconfiguration-là, les pères sont particulièrement touchés. Donc, c'est documenté dans la littérature que le rôle paternel va se retrouver transformé suite à l'immigration. Donc, les attentes souvent du pays d'accueil vont être plus diversifiées en termes d'implication du père. Donc, certains travaux démontrent que les pères vont profiter de la transition migratoire pour justement élargir les activités qu'ils font auprès de leurs enfants. Ils vont apprécier ce type d'engagement-là qui est plus diversifié. Puis d'autres études mettent davantage en lumière que ces exigences-là sont vraiment une source de stress pour certains pères qui sont pris dans la tension économique de devoir subvenir aux besoins de leur famille, tout en occupant des emplois souvent modestes pour lesquels ils sont surqualifiés ici, qui continuent à contribuer, par exemple, à la vie de leurs parents ou de leurs frères et sœurs dans leur pays d'accueil, principalement en envoyant de l'argent, puis qui en même temps doivent accompagner leurs enfants dans cette transition-là. Donc, pour certains pères, ce stress important-là peut au contraire amener une distanciation de la sphère familiale. Par contre, toutes ces études-là sont centrées sur l'expérience des pères, certaines l'expérience des mères aussi, donc comment les mères évaluent l'engagement de leur conjoint. Mais à notre connaissance, il n'y avait aucune étude qui s'était intéressée à comment les enfants vivent ces transitions, ces transitions familiales-là, puis comment ils perçoivent justement l'engagement de leur père en contexte d'immigration. Donc, l'objectif de notre étude, dans le fond, c'était de documenter et d'analyser les représentations qu'ont les enfants récemment immigrés, les modifications de leur relation familiale, mais plus particulièrement de l'engagement de leur père auprès d'eux au cours du processus migratoire, ainsi que les répercussions de ces modifications sur leur bien-être et leur adaptation. Bonjour, en fait, moi, je vais continuer avec le recrutement et le consentement. Donc, les enfants ont été recrutés dans différents contextes. Il y a eu les classes de francisation, tant pour les enfants que pour les parents. Il y a aussi certaines activités communautaires qu'on a fait, donc pendant l'aide aux devoirs, par exemple, pendant des conférences où on pouvait discuter et partager notre projet de recherche. Et aussi, parfois, c'était les intervenants des organismes communautaires qui, à leur tour, présentaient le projet de recherche dans des activités de l'organisme. En fait, on demandait le nom et le numéro de téléphone quand on se déplaçait, quand c'était les parents. Puis, quand c'était les enfants, on leur demandait de parler à leurs parents, puis c'est eux qui avaient nos coordonnées. Il y a aussi, par la suite, les premiers appels, donc les parents, les assistants de recherche qui contactent les parents. Dans cette phase-là, en fait, on réexpliquait aux parents le projet de recherche, puis on répondait aussi à leurs questions, on écoutait leurs commentaires. Parfois, quand on leur demandait de sonder l'intérêt de leur enfant, ils le faisaient sur le champ, donc au téléphone, ils parlaient à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis parfois aussi, ils nous donnaient le contenu, le téléphone, pour qu'on puisse parler à notre tour à l'enfant pour vraiment savoir est-ce qu'il y avait intérêt à participer à notre projet. Ensuite, il y a une lettre d'information qui a été envoyée aux enfants. Donc, c'était vraiment une lettre à eux qui est envoyée par la poste à leur nom. Une lettre qui dit que c'est une lettre d'information qui en fait reprend les concepts éthiques, la confidentialité, le refus de participer, l'enregistrement, donc ces différents éléments-là. Puis c'est expliqué à l'aide d'images, de pictogrammes et de phrases courtes. Ce qui est intéressant dans cette méthode-là, c'est que dans le fond, notre photo était aussi sur le formulaire de la lettre d'information. Donc, dans ce cas-là, on arrivait dans les maisons et on me disait « Ah, ben oui, je sais, je t'ai déjà vu, toi, c'est René-Pierre, tu es là, ou toi, c'est Christine, tu es là. » Donc, ça nous permet peut-être de commencer tranquillement un petit lien de confiance avec l'enfant. Il y a aussi eu un membre de l'équipe qui parlait aux parents puis qui faisait le questionnaire sociodémographique. Puis quand on entrait chez les personnes, en fait, on était 2 assistants de recherche. La première personne parlait aux parents puis s'assurait de son consentement libre et éclairé, faisait le formulaire avec lui, puis aussi lui donnait un formulaire socio-économique, socio-démographique à compléter. L'autre assistant de recherche s'en allait dans la pièce indiquée par la famille. Donc, souvent, c'était la chambre à coucher. Puis, à ce moment-là, on déployait un peu notre matériel, donc la caméra pour les filmer,
des choses comme ça. Puis souvent, ça nous permettait des petites conversations avec l'enfant. Puis c'est cet assistant de recherche-là qui posait les questions ultérieurement à l'enfant parce qu'il y avait déjà un petit lien de créer. Ça nous permettait de, évidemment, le lien de confiance que j'apportais. Puis aussi, il y avait un assentiment fait avec l'enfant. Donc, c'était le formulaire d'information qui était repris et qui était sous forme de lettre de permission. Donc, si l'enfant nous permettait à ce stade-là de prendre son assentiment, de pouvoir être filmé, tout ça. Donc, puis si, par exemple, le parent avait consenti à la participation à la recherche de son enfant, mais que l'enfant aurait refusé de participer, c'était clair pour nous, en tant qu'équipe de recherche centrée sur l'enfant, on respectait l'enfant dans cette décision-là, qu'on n'aurait pas poursuivi la rencontre à ce moment-là. Pour l'échantillon, on a rencontré 43 enfants provenant de 27 familles récemment immigrées au Québec. Les enfants étaient âgés entre 6 et 14 ans et on avait à peu près le même nombre de garçons et de filles. Les enfants venaient de 17 pays différents qui étaient surtout situés en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique. Je poursuis avec la collecte de données. En fait, il y a eu trois outils qui ont été utilisés. Premièrement, il y a eu la cartographie circulaire qui a été développée par Isabelle Côté et ses collègues dans un premier temps. On a pu reprendre cette cartographie-là. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est que quand on rencontre l'enfant, on lui demande de quel pays, c'est quoi ton nom, donc Noah, par exemple, de quel pays viens-tu, donc l'Ouganda. Ce qu'on dit, c'est que Noah, tu vois, il y a 3 sections. Il y a ta famille, tes amis et les autres personnes. Tu vois aussi qu'il y a 3 rangs autour de toi. Celui qui est le plus près de toi, c'est les personnes que tu aimes beaucoup. Ensuite, c'est les personnes que tu aimes. Et ensuite, c'est les personnes que tu aimes un peu. Est-ce que tu peux nous parler des gens qui étaient importants pour toi en Ouganda? Donc, ça permettait à l'enfant d'écrire, nous, en fait, d'écrire souvent, l'enfant préférait que ce soit le centre de recherche qui écrit pour lui. Ça nous permettait de comprendre les gens importants puis les gens qui l'entouraient à son pays d'origine. On faisait aussi le même exercice avec les gens d'aujourd'hui. Donc, une deuxième cartographie était complétée avec les mêmes directives. Puis, ultérieurement, on comparait les 2 cartographies avec lui pour soulever soit les différences ou les similarités et de pouvoir encore mieux comprendre tout le discours de l'enfant. Le deuxième outil utilisé, c'était le devinette interactif. Donc, c'est un instrument qui est standardisé et informatisé sous forme de jeux questionnaires, de jeux d'ordinateur. Puis, ça permet de dépister les problèmes de santé mentale chez les enfants. L'autre, le récit narratif, ça nous permet de soutenir l'enfant dans son histoire, dans toutes ses représentations. Puis, en fait, c'est ça, soutenir l'enfant dans son histoire et favorise ses représentations. Donc, tout ça était vraiment pour mieux comprendre l'enfant dans son univers à lui. Et puis, s'assurer qu'on continue d'être centré sur lui. Tout ça nous a permis, en fait, la triangulation des données. Ça nous a permis d'appréhender la complexité, mais aussi la richesse de la représentation qu'ont les enfants qui participaient à la recherche. On arrive au contexte de vulnérabilité. Il y en a 4. On va vous les présenter tour à tour. Ton micro, Christine. Merci. Donc, dans le fond, les 4 enjeux qu'on va vous présenter sont tous articulés autour de la préoccupation qu'on a eue tout au long du projet de considérer la vulnérabilité des enfants sans pour autant les vulnérabiliser eux-mêmes. Donc, on a toujours été préoccupés dans comment on peut prendre soin des enfants sans pour autant prendre pour acquis qu'ils étaient vulnérables ou les mettre dans une position qui aurait produit de la vulnérabilité. Donc, le premier enjeu qu'on veut aborder avec vous, c'est le statut migratoire des enfants comme critère d'éligibilité. Donc, assez rapidement, dans le fond, le premier enjeu a émergé quand on était en train de préparer le projet, puis quand on a fait l'évaluation des préjudices potentiels du projet pour les enfants ou leurs familles. Donc, on s'est posé la question sur
est-ce qu'on devrait exclure les enfants réfugiés de notre échantillon? Donc, pour parler des modifications des relations familiales des enfants, ça exigeait forcément de parler de leur vie dans leur pays d'origine, puis en même temps, ça soulevait l'enjeu de pourquoi ils avaient choisi d'immigrer, puis on avait peur en abordant ces questions-là de raviver chez l'enfant certaines expériences difficiles ou de l'obliger à parler d'événements qui auraient pu être traumatiques, alors que ce n'était pas ça le sujet de la recherche. Donc, nous, notre étude ne portait pas du tout sur le voyage migratoire ou sur les conditions de vie des réfugiés. Donc, ce n'était pas ça l'objectif. Donc, on s'est demandé justement, est-ce qu'on devrait juste simplement exclure les enfants réfugiés de notre échantillon pour être certain d'éviter ce type de situation-là. Puis, finalement, en se documentant puis en réfléchissant à la question, c'est une avenue qu'on a choisi de ne pas prioriser. On trouvait ça très délicat de décider à la place des enfants qu'ils étaient trop vulnérables pour participer, puis en même temps de les priver d'une occasion de s'exprimer sur des choses importantes pour eux. Donc, c'est important pour nous que ces enfants-là, même compte tenu de leur contexte particulier ou des difficultés qu'ils pouvaient avoir rencontrées, aient la possibilité, s'ils le souhaitaient, de s'exprimer. Donc, on est revenu à notre posture de base, notre approche théorique et l'approche centrée sur l'enfant. Puis à partir de là, dans le fond, on s'est remis dans nos principes directeurs, qui est dans le fond de considérer l'enfant comme le propre expert de sa situation et de remettre cette décision-là de participation aux enfants puis à leurs parents. Donc, on a développé différentes formulations. On a décidé de parler du grand voyage des enfants, qui était une formulation que quand on l'a testé dans le pré-test, les enfants s'identifiaient bien à ça, puis qui est en même temps assez flou, donc qui peut permettre plusieurs configurations de ce grand voyage-là. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la question qui nous semblait la plus délicate dans notre entrevue, dans notre guide d'entrevue. Puis quand on appelait les parents pour valider leur intérêt ou leur accord à ce que l'enfant participe, on validait toujours avec le parent. Donc, on lui dit la question la plus sensible qu'on va poser à votre enfant, c'est justement est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont décidé de changer de pays? Puis on validait avec les parents, est-ce que vous pensez que votre enfant va être confortable à parler, discuter de ça avec moi? Puis c'est arrivé que des parents ont dit au téléphone, « Ah non, ça, j'aime mieux qu'on n'en discute pas avec mon enfant. » Puis à ce moment-là, ben, on le savait à l'avance, puis on n'a pas rencontré l'enfant. Par contre, la majorité des parents ont dit, oui, formulé comme ça, c'est correct, on peut en parler. Puis ça nous a permis d'ouvrir, de permettre finalement à tous les enfants qui avaient l'intérêt de participer, puis d'avoir une expérience positive. L'autre chose qu'on faisait avec les enfants, c'est qu'évidemment, on validait toujours avec les enfants à plusieurs moments au cours de l'entrevue s'ils étaient confortables de répondre, puis on ouvrait toujours la porte, s'il y avait des questions qui ne lui plaisaient pas, qu'il trouvait ennuyantes, pas intéressantes, qu'il y avait juste à nous dire qu'ils ne préféraient pas répondre. Avec certains enfants, on avait un mot code aussi pour justement sauter la question, passer à autre chose. Donc, cette décision-là, elle nous a permis de rencontrer justement environ autant d'enfants réfugiés que d'enfants issus d'immigration économique. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on avait anticipé, si on regarde le Dominique interactif, qui était notre outil pour évaluer l'adaptation des enfants, bien nos jeunes issus de l'immigration économique avaient davantage de troubles intériorisés, de symptômes associés aux troubles intériorisés que nos enfants réfugiés. Donc, dans le fond, on se préoccupait beaucoup des réfugiés en se disant on ne veut pas réactiver les traumatismes. Puis on est arrivé un peu avec des résultats inverses grâce justement à cette décision-là de permettre à tous les enfants de participer. Donc, en comparant le discours des enfants immigrants et réfugiés sur leur trajectoire migratoire, justement, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'au niveau des représentations, qu'ils se font des motifs qui sont liés à l'immigration et des différentes importances au niveau du soutien qu'ils reçoivent, puis des sentiments qu'ils vivent au cours de la transition aussi, qui peuvent du moins contribuer à notre compréhension de ce résultat-là de différence au niveau des troubles intériorisés. Donc, on était satisfait de cette résolution-là, puis de la solution qu'on avait trouvée. Puis finalement, ça l'a aussi remis en question notre a priori ou
on croyait que le plus sensible serait parler, ce serait de parler des conditions du départ du pays d'origine. Puis finalement, c'est davantage de parler de leur père que certains enfants ont refusé de faire. Donc, on a certains enfants qui n'ont pas voulu parler de leur père, des enfants qui avaient perdu contact avec leur père beaucoup au cours de la transition, puis qui ont demandé que ce soit plus ces questions-là qui soient passées plutôt que les questions sur la transition migratoire en tant que telle ou sur les conditions dans le pays d'origine. Donc, au niveau du deuxième enjeu, on parle de la communication auprès des enfants et de leur famille. Pendant la collecte de données, précisément, donc les enfants participants devaient être en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français. Ce qui est arrivé en fait sur le terrain, c'était que certains enfants avaient compris vraiment rapidement comment la langue française fonctionnait, ils pouvaient l'employer assez facilement. Donc, après 6 mois, certains enfants étaient vraiment complètement fluides en français, tandis que d'autres enfants, c'était un peu plus compliqué. L'adaptation à la langue française était plus ardue pour eux. Ce qu'il faut aussi tenir compte dans la façon de communiquer des enfants, c'est qu'il y a aussi le non-verbal. Il y a aussi, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut comprendre au niveau de l'auditif. Donc, quand on était dans la chambre des enfants, il y en a qu'on essaie de mieux saisir ce qu'elle essaie de nous dire. Aller, par exemple, chercher un toutou pour nous dire, ben ça, c'est ma grand-maman d'Algérie qui m'a offert ça. Ou encore une photo de famille pour qu'il nous l'explique, ou une photo des amis d'école. Donc, la fameuse photo des amis d'école, on en a vu plusieurs pendant ce projet de recherche-là. Ça nous permettait de mieux comprendre, de mieux saisir toute la complexité de leur discours et de ce qu'ils voulaient nous dire. Il est arrivé aussi que, parce que l'enfant pouvait parfois avoir certaines difficultés à s'exprimer, on voulait finir leur phrase ou on voulait, en plus de compléter leur phrase, leur donner certains choix, en fait. Là, leur suggérer certaines façons de prendre leur phrase, puis on se disait, ben, ils vont pouvoir nous dire, eux, lequel est le mieux pour eux, lequel reflète le mieux leur réalité. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que notre travail était beaucoup plus, avec l'approche centrée sur l'enfant, de soutenir son langage, de soutenir son discours à lui, parce qu'il s'ancre vraiment dans un contexte socioculturel qui est propre à lui. C'est important à ce moment-là de pouvoir poser des questions plus d'approfondissement. Donc, on proposait plus de questions. Au lieu, on approfondissait puis on précisait le discours. Donc, par exemple, ce que tu me racontes est super intéressant. Peux-tu m'expliquer un peu plus ce qui est arrivé? Ou je voudrais être certaine de bien comprendre qui a lancé des roches dans la rue. C'était quand exactement? Ça s'est passé aujourd'hui ou il y a longtemps? Ce qui est arrivé avec les enfants, c'est qu'une particularité, c'était le temps de verbe. En fait, par exemple, si je disais, moi, j'ai joué avec la poupée. Moi, je joue avec la poupée. Mais parfois, il fallait demander, c'était quand exactement que tu joues avec la poupée? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est quand tu avais 5 ans? Est-ce que c'est ici, dans cette maison-ci? Donc, on avait des critères un peu de temporalité pour nous aider dans l'analyse des données à ce moment-là. Si on poursuit avec l'éthique de la communication, mais au niveau de l'analyse des résultats, cette fois-ci, on en a parlé, c'est vraiment un défi de faire le message de l'enfant de bien le comprendre. Puis ça a teinté l'analyse des données de façon quand même importante. Les mots qui étaient utilisés, comme j'ai dit, étaient vraiment ancrés dans une réalité qui était propre à elle, puis une réalité qui était socio- et culturellement différente de la nôtre pour la plupart. Donc, ça amenait toute une complexité. Pour essayer de résoudre cet enjeu-là, ce qu'on faisait, c'est que quand on était arrivé à l'analyse des données, mais que l'assistante de recherche comprenait plus ou moins bien ce qui avait été transcrit ou ce qui avait été dit, on demandait à la personne qui avait fait l'entrevue sur place de nous expliquer à ce moment-là, d'expliquer à la personne qui faisait l'analyse des données, c'est quoi le ton exactement de l'enfant? Est-ce qu'il y avait des expressions verbales, non verbales? C'était qu'est-ce qu'il expliquait, qu'est-ce qu'il essayait
de nous dire par rapport aux autres personnes qui l'entouraient et tout ça. Donc, on avait vraiment besoin parfois des personnes qui avaient fait l'entrevue au départ pour bien ancrer le discours puis s'assurer d'une analyse la plus précise possible. En fait, on sait que cette méthode-là n'est pas parfaite, mais c'est celle qui nous a semblé le plus pertinente pour rester dans notre approche centrée sur l'enfant. Donc, au niveau de la communication auprès du parent, pour eux, la francisation est moins possible, elle est moins accessible. Donc, par exemple, les parents ont un contexte où ils sont plus en urgence, où ils doivent répondre, par exemple, à remplir des questionnaires pour l'immigration, qui doivent se mobiliser au niveau de trouver un logement, une école. Donc, dans ce contexte-là, apprendre le français n'est pas toujours ce qui est la première réponse aux besoins qu'il a à ce moment-là pour sa famille. Donc, le recrutement et la cueillette de données au début, c'est fait avec des parents qui étaient incapables de parler l'anglais, le français ni l'espagnol. En fait, c'était des langues qu'on avait, que l'équipe de recherche parlait. Donc, on s'est dit, ben, il y a d'autres langues. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on s'est rendu compte après les pré-tests, les commentaires qu'on a eus, c'était que le formulaire, le fameux formulaire de consentement approuvé par nos comités d'éthique était beaucoup trop long et beaucoup trop complexe et ardu pour être compris. Donc, à ce moment-là, en travaillant avec le comité d'éthique, on a décidé de faire une version plus courte. Puis à ce moment-là aussi, la version a pu être traduite en arabe et en anglais. Puis aussi, notre questionnaire sociodémographique a pu être traduit à ce moment-là. Pour pouvoir communiquer avec les parents aussi, on s'est dit, ben, une stratégie qui pourrait être applicable serait l'interprète. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'interprète, il se déplaçait dans nos bureaux, puis il parlait aux familles, pendant que, par exemple, moi, je parlais à l'interprète faisait son travail auprès de la famille. Parfois, j'avais des petits papiers où, en fait, j'avais le format de consentement qui était devant lui pour essayer de traduire ce qu'on voulait savoir. C'était pas évident. On s'entend qu'un processus de recherche en cyber peut être complexe. Donc, cette formule-là, vraiment amenée à des personnes nouvellement arrivées, c'était hors de son contexte parce qu'un processus de recherche, c'est pas vécu par tout le monde. On s'est rendu compte que c'était pas ce que moi je disais à l'interprète, puis ce que l'interprète disait à la famille, c'était pas nécessairement concordant. Ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, par exemple, on est arrivé dans une famille où on pensait qu'elle avait vraiment bien compris le questionnaire, le formulaire de consentement et tout. Puis on s'est installé comme à l'habitude avec l'enfant dans sa chambre. Puis finalement, quelqu'un lui cognait à la porte. C'était le père qui était allé chercher son voisin. Son voisin qui, lui, parlait mieux parlait les deux langues, la langue d'origine puis le français. Il a pu nous expliquer que le parent n'avait pas compris les tenants et aboutissants de notre projet de recherche. Donc, nous demandait d'arrêter à ce moment-là l'entrevue avec l'enfant. Puis on n'a plus que s'excuser à cette famille-là. Ça s'est très bien terminé. Finalement, ils nous ont produit un festin et qu'ils voulaient qu'on partage avec eux. Mais c'est là qu'on a dit, on a vécu que c'était mieux d'abandonner cette pratique-là pour s'assurer d'un meilleur consentement des parents. Ce qui est arrivé, donc, c'est que la stratégie qui fut encodée, c'est que le parent devait parler le français, l'anglais ou l'espagnol. Parce que aussi, quand on se déplaçait dans les maisons, des fois, les parents avaient des questions ou des commentaires. On n'était pas en mesure d'y répondre si on ne parlait pas leur langue. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce critère d'admissibilité-là. Puis, on n'avait pas les ressources financières non plus comme projet de recherche pour que l'interprète puisse vraiment se déplacer avec nous dans toutes les familles, puis qu'il puisse nous aider à vraiment bien traduire ce qu'on voulait. Donc,
c'est pour ça qu'on a choisi ce critère-là. Pour l'obtention du consentement du parent, donc on l'a recruté, comme je vous ai dit, via les organismes pour les nouveaux arrivants. Donc, dans ce contexte-là, il y avait des parents qui avaient la difficulté à faire la distinction entre les rôles ou encore ne voulaient pas déplaire à leur intervenant. Dans ce contexte-là, quand on arrive avec un projet de recherche puis que le parent est demandé à faire une certaine tâche, même si c'est par consentement libre et éclairé, certains parents nous disaient, est-ce que cette participation-là ou ce refus-là va influencer mon statut d'immigration? Est-ce que ça va influencer la façon ou les services que je vais recevoir moi ici? Donc, c'était quelque chose qui était perçu par les parents, par les familles. Puis, on devait vraiment expliquer, prendre le temps avec eux, de dire qu'il n'y aurait pas d'impact ni positif, ni négatif. Donc, on était vraiment ce qui était de la confidentialité du projet de recherche, ça pouvait être conservé, puis qu'on n'aurait jamais on n'aurait jamais voyons, excusez, j'ai perdu mes mots là, mais que ce serait correct dans le fond avec eux, que c'est d'être franc. C'est vraiment de pouvoir bâtir sur cette confiance-là qu'ils ont en nous, mais qu'ils ont aussi dans leur premier intervenant. Donc, de pouvoir dire à l'intervenant, ben non, finalement, je ne veux pas participer, ben ça demande que le consentement soit toujours bien expliqué aux parents. On a choisi la stratégie de la liberté. Donc, l'explication, prendre le temps avec eux, de démystifier, de décortiquer tous ces rôles-là. Puis aussi que de leur donner un certain délai. Donc, quand on communiquait avec les parents, c'était pas une question super vite. Là. Ce qu'on voulait faire, c'est prendre le temps avec eux, prendre le temps qu'ils comprennent. Puis si ça leur prenait quelques jours pour qu'ils puissent en parler à leur entourage, ben, il n'y avait aucun problème. À ce moment-là, on se fixait juste un autre rendez-vous, toujours en respectant leur rythme. Pour le consentement de l'enfant, dont l'assentiment de l'enfant, je vous ai un peu parlé des formulaires tantôt. Donc, il y a eu, si vous vous rappelez bien, il y a eu la lettre d'information. Après, il y a eu la lettre de permission, en fait, avec l'enfant. Puis, ces façons de faire-là, c'était vraiment pour que l'enfant se familiarise aux différents concepts éthiques, mais aussi qu'il puisse nous dire, lui donner un outil, qu'il puisse nous dire qu'il ne voulait pas participer. C'est arrivé, par exemple, que l'enfant décide de faire un Dominique interactif, qu'il ne voulait pas faire les cartes. Ou voulait faire une cartographie circulaire, mais ne voulait pas faire la deuxième. Ce n'est pas la majorité de nos participants, mais c'est arrivé. Puis, dans ces moments-là, c'est important de respecter le choix et le rythme de l'enfant. L'enfant, dans notre approche, est vraiment l'expert. Donc, tout ce qui est mis en œuvre, tout ce qui est d'attitude même de l'assistant de recherche, c'est important de voir. Des fois, on se dit, ben la perception, c'est seulement une perception, ce n'est pas la réalité. Au contraire, dans le projet de recherche, la perception de l'enfant et ses représentations, son discours, était sa réalité à lui qui nous racontait avec ses mots. C'est de cette façon-là que le matériel a été analysé. Si on parle physiquement, oui, on était à la hauteur de l'enfant qu'on lui parlait. Souvent, là, pendant la collecte de données, on était carrément assis par terre avec eux pour remplir la cartographie circulaire. Ils pouvaient dire, comme Christine l'a dit un peu plus tôt, de demander un temps d'arrêt, une pause avec des fois un code, un mot, stop, rouge, peu importe c'était quoi, c'était important pour nous que l'enfant se sente en confiance de pouvoir arrêter. Des fois, c'est juste pour aller se moucher, tout simplement. Mais il n'aurait pas été capable de le dire si on n'avait pas statué d'un mot qui, pour lui, était significatif. Il pouvait arrêter quand il voulait, puis c'était important de respecter les silences, qu'on ne soit pas mal à l'aise avec ça, mais que c'était une façon pour eux de communiquer
puis de nous transmettre leur bagage. Parfois, c'était dans les silences qu'ils faisaient ça, puis c'était important de respecter leur rythme. Aussi, de ne pas inciter pour l'enfant à répondre à une question. C'est arrivé, par exemple, qu'un enfant ne veut pas du tout nous parler de son père. Puis, on a respecté, on est passé à la prochaine section. Parce que sa sœur nous en avait parlé, mais il faut vraiment comprendre que chacun est unique. Puis, c'est dans chaque expérience, c'est chaque expérience qu'on peut mieux comprendre. Aussi, toutes les réponses sont bonnes. Donc, les enfants sont souvent habitués aux examens, par exemple, à l'école. C'est des bonnes réponses. J'ai eu tel pourcentage, mais ici, dans notre recherche, c'était important de leur expliquer que ce n'était pas un examen, que ce n'était pas une évaluation, que vraiment toutes ces réponses étaient bonnes. Ils comprenaient rapidement avec nos attitudes et nos comportements qu'ils pouvaient nous dire ce qu'ils voulaient. Finalement, le dernier enjeu qu'on voulait aborder avec vous, c'est la division de notre attention et du temps entre le parent et l'enfant. Donc, nous, dans ce projet-là, on ciblait l'expérience de l'enfant, mais étant donné que les enfants avaient tous 14 ans et moins, on devait avoir le consentement de leurs parents pour les rencontrer. Donc, c'est assez particulier. On exigeait aussi d'être seul avec l'enfant pour faire la collecte de données, évidemment, pour ne pas mettre l'enfant dans une situation de conflit de loyauté, comme il devait positionner les personnes de sa famille sur un rapport de proximité. Bien, ça aurait été bien embêtant de faire ça devant ses frères et sœurs ou ses parents. Mais quand même, ça demandait une grande confiance de la part des parents pour nous permettre ce moment-là exclusif avec leur enfant. Donc, comme René-Pierre vous a expliqué tantôt, on allait toujours à 2 assistantes de recherche, chercheurs chez la famille. Puis, il y en avait une qui était responsable de la relation avec le parent, puis une qui était responsable de la relation avec l'enfant. Donc, celle qui était attribuée à l'enfant, on inversait d'une rencontre à l'autre. Justement, quand elle arrivait rapidement à discuter avec l'enfant, s'installait dans la chambre, sortait le matériel, permettait à l'enfant de faire des tests avec la caméra, les enregistreuses, sortait les crayons, aménageait un endroit confortable pour établir les cartes. Puis, elle commençait à expliquer un peu à l'enfant ce qui allait se passer. Donc, créer son lien de confiance, s'intéresser à son environnement, sa chambre, les jouets qui étaient là. L'autre assistante de recherche allait voir le parent et puis là, avait la responsabilité de réexpliquer l'étude aux parents, d'expliquer l'ensemble des composantes du formulaire de consentement qui, même une fois simplifié, restait un peu complexe et de remplir avec les parents le questionnaire sociodémographique. Ce qui est arrivé, par contre, c'est qu'assez rapidement, on se retrouve dans des situations un peu délicates où les parents avaient vraiment besoin, envie de raconter leur histoire. Donc, une des premières familles dans lesquelles je suis allée, par exemple, les parents ont sorti plein de photos. Cette famille réfugiée syrienne ont sorti plein de photos de personnes de leur famille qui avaient été blessées ou tuées avec beaucoup de corps morts, de cadavres. C'était très, très intense pour eux. Puis, c'était c'était chargé. Ils voulaient raconter leur voyage migratoire à eux. Puis en même temps, on avait la tension de la capacité de concentration des enfants est limitée. Souvent, on faisait les entretiens le soir après l'école. Donc, déjà, ils ont leur journée. On avait testé environ une demi-heure de discussion avec l'enfant. C'était pas mal ce qui était optimal. Donc, si on faisait patienter l'enfant pendant 30 minutes, pendant qu'on parlait avec le parent, on avait déjà perdu son temps d'attention. Donc, on avait vraiment un enjeu d'équilibre dans comment est-ce qu'on va distribuer le temps aux parents par rapport à l'enfant sans compromettre notre cueillette de données auprès de l'enfant. Donc, ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, on était souvent inconfortable, on se sentait comme si on pressait le parent. Finalement, on s'est développé une formulation pour proposer aux parents qui voulaient expliquer leur contexte à eux, de prendre un moment après avoir rencontré l'enfant, justement en leur expliquant que c'était important de ne pas faire attendre trop l'enfant, sinon, selon notre expérience, c'était plus difficile pour lui de répondre aux questions. Donc, on a mis ça en place. On a un peu priorisé l'enfant, puis limité le temps qu'on passait avec le parent. Par contre, ce que ça a fait, c'est qu'on dirait qu'après, une fois qu'on avait déjà rencontré l'enfant, peu de parents
ont été disponibles après pour nous parler. Donc, c'est comme si on est resté avec un sentiment un peu d'insatisfaction par rapport à cet enjeu-là. On n'a pas trouvé la bonne façon vraiment de l'adresser, puisque souvent, après l'entrevue, ben là, l'enfant interagissait avec son parent, il y avait des demandes, c'était l'heure du repas, puis après, ça s'y prêtait moins, alors que ben, ça aurait été très, très intéressant, puis surtout respectueux d'avoir ce temps-là pour les parents. Donc, ces exemples-là, selon nous, ça illustre un peu la complexité et la précarité de faire ce type de recherche-là auprès d'une clientèle comme celle qu'on a rencontrée. Puis ça met en lumière vraiment l'importance de la réflexivité puis la sensibilité de l'équipe de recherche qui s'engage dans ce type de projet. Donc, on a identifié 3 pratiques gagnantes, si on veut, qui, selon nous, nous a permis de réfléchir, de garder active cette réflexion tout au cours du projet, puis de résoudre les difficultés qu'on a rencontrées. Donc, la première, ça a vraiment été de garder notre approche centrée sur l'enfant au cœur de l'ensemble de nos décisions. Donc, à chaque fois qu'il arrivait un défi, un enjeu, une incertitude, on se rapportait à notre cadre théorique, puis on essayait de s'y coller le plus possible pour cultiver une curiosité sincère envers l'expérience des enfants, puis vraiment une ouverture par rapport à tout ce qu'ils pourraient nous raconter. Donc, on a gardé le bien-être de l'enfant au cœur de l'ensemble de nos décisions, autant méthodologiques que l'analyse de données, les relations avec les familles. On s'est questionné sur les conditions qui permettent ou qui favorisent une relation de confiance avec l'enfant, les moyens de rendre l'enfant le plus confortable possible, comment s'assurer que l'enfant retire, que la participation de l'enfant soit pour lui une expérience qui est significative et qui est positive, donc qui ressort de là en ayant l'impression d'avoir été utile, en ayant eu du plaisir avec nous. C'était très important aussi. Ça nous a amené justement à décider de planifier dans notre collecte de données du temps pour que les enfants manipulent le matériel, de nous-mêmes s'assurer d'être disponibles, donc arriver avec une attitude enjouée, sincère, avoir le temps dont on avait besoin pour rencontrer l'enfant. Prendre toujours un temps au début plus informel pour faire sa connaissance, justement discuter de ses jouets, sa chambre, ses amis, sa nouvelle école. Donc, c'est toutes des choses qu'on a cultivées puis qui, selon nous, ont contribué à la réussite du projet. La deuxième condition gagnante, je dirais, c'est l'approche réflexive qu'on a mise en place au sein de l'équipe, donc autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc, on s'est vraiment questionné pour arriver à identifier l'influence de notre propre subjectivité sur les processus de recherche. Donc, par exemple, un enfant qui ne répondait pas, bien, arriver à identifier qu'est-ce qui fait que je peux identifier que cet enfant-là, si présentement il ne répond pas, c'est parce qu'il cherche son mot, puis il faut juste que j'attende parce qu'il va trouver son bon mot. Mais que tel autre enfant, s'il ne répond pas, c'est parce qu'il est vraiment inconfortable et il ne veut pas répondre à ma question. Donc, plus j'attends, puis plus je rajoute de la pression sur lui. Donc là, au contraire, il faut que je passe à la question suivante. Donc, c'est toute cette sensibilité-là à laquelle on a dû réfléchir pour nous permettre justement de naviguer entre les normes et les attentes de plusieurs cultures. Donc, déjà, on sait qu'il y a toujours une relation d'autorité entre l'adulte et l'enfant, à quelqu'un on compose quand on fait de la recherche auprès des enfants, mais souvent dans les cultures plus traditionnelles, les personnes qui viennent des pays, surtout en voie de développement, cette différence d'autorité-là est encore plus grande. Donc, il y avait vraiment quelque chose à travailler pour essayer de déconstruire un petit peu puis ouvrir la porte pour que l'enfant soit à l'aise de partager différentes choses, incluant de nous dire non. Puis c'est arrivé un petit bonhomme qui, après 2 questions, on posait « OK, c'est super intéressant. Est-ce que tu veux continuer? » « Non, je suis tannée. » « Parfait, c'est correct. Merci beaucoup. » Donc, tout s'entendre comment on réagirait dans ce type de situation-là. Puis finalement, entretenir notre propre curiosité puis notre empathie par rapport à l'expérience des enfants. Donc, on a rencontré beaucoup d'enfants, il en reste 43 dans l'échantillon, on en a rencontré 47 en tout. Donc, c'est un défi aussi de maintenir cet engagement-là sur un processus de plus d'1 an, puis cette curiosité sincère-là envers les enfants. Donc, on a demandé à chaque assistante de recherche, chercheur qui faisait des entrevues, d'enregistrer ses commentaires suite à la rencontre.
On a justement essayé de considérer le plus possible dans l'analyse les interactions entre le genre, l'âge, le bagage culturel des chercheurs et des participants. Puis on a planifié des rencontres d'équipe à intervalles réguliers, justement, pour discuter des enjeux qu'on rencontrait au cours de la collecte. Finalement, la dernière condition gagnante, c'est un peu en termes de ressources liées au projet. Puis ça, clairement, on n'avait pas assez de ressources là. Dans la planification, il y aurait quelque chose à faire qui aurait pu être mieux fait. Donc, ça nous aurait permis, entre autres, d'être accompagné d'un interprète professionnel quand on rencontrait des parents qui maîtrisaient peu le français, l'anglais ou l'espagnol, parce que les interprètes avec lesquels on a essayé de faire affaire étaient des interprètes d'organismes communautaires, donc ce n'était pas la profession, puis qui étaient plein de bonne volonté, qui voulaient nous aider à recruter, mais je pense qu'on aurait peut-être pu surmonter les écueils autrement avec des interprètes formés à ce type d'interprétariat-là. Plus de ressources nous aurait permis d'être accompagnés d'un troisième assistant de recherche, donc de se déplacer à 3 chez la famille pour justement que quelqu'un soit disponible pour discuter avec le parent. Ça leur a aussi permis d'enrichir la collecte de données. On aurait pu mieux trianguler les informations qu'on a recueillies. Puis ça nous aurait permis de faire davantage de rencontres d'équipe, dans le fond, pour mieux documenter les enjeux méthodologiques et éthiques qu'on a pu rencontrer au cours du projet. Donc, dans le fond, établir une relation de confiance peut s'avérer complexe en contexte interculturel. Donc, ça demande un investissement qui est important de la part de l'équipe de recherche, puis qui est important de mieux planifier en termes de ressources. Alors, ça fait le tour des enjeux qu'on voulait discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Puis, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous pendant les quelques minutes qui restent.